Hit Sensation 85, c'est la radio de proximité, faite pour vous, avec vous. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur Hit Sensation 85 pour un nouvel épisode de Destin criminel. Quand on pense tueur en série, on s'imagine toujours des choses contemporaines, du moins à partir des années 70, car c'est là qu'elles ont été le plus médiatisées. Mais en fait, ce phénomène a toujours existé. Sans remonter à Gilles de Rais, l'écuyer de Jeanne d'Arc, on peut plus récemment trouver des tueurs en série dans l'histoire française. Je vais vous raconter aujourd'hui une affaire qui remonte au milieu du XIXe siècle. L'histoire de Jean Doga, qu'on a surnommé l'homme à la pèlerine. Jean Doga voit le jour le 8 mars 1849 à Larrey. Larrey, c'est un petit village gersois. Son père est un alcoolique notoire qui travaille uniquement quand le cœur lui en dit. Il est métayer. Sa mère est tour à tour femme au foyer et journalière. Une journalière, c'est une ouvrière agricole qui est payée à la journée. C'est elle qui rapporte l'argent nécessaire pour faire vivre le foyer. Usée par une vie de labeur, elle décède prématurément alors que Jean a tout juste 18 ans. À la mort de sa mère, Jean ne supporte pas de rester seul avec son père. Il choisit de prendre son indépendance. Et il laisse celui-ci noyer son chagrin dans l'alcool. Il commence par trouver une place de domestique dans une ferme voisine. Peu après, le 3 octobre 1869, alors qu'il se rend à cheval à Estan, un village proche de Larrey, il croise la fille d'un couple qu'il connaît, les Berry. Il s'arrête discuter quelques instants avec elle, et au cours de la conversation, elle lui explique qu'elle se rend à la messe avec son père et que sa mère est partie en voyage. Jean Doga en déduit immédiatement que leur meunier, Jean Ducruc, serait donc seul au moulin. Il abrège la discussion en prétextant une course urgente à faire, et se rend directement au moulin des Berry. Là, il tue Ducruc d'un coup de fourche en pleine tête. Ce sera son premier meurtre, le premier d'une longue série. On ignore si un différend les opposait et qu'est-ce qui a poussé Jean à commettre subitement ce crime. Peu après la découverte du corps, Jean est interrogé par les gendarmes. Ils tentent de détourner leurs soupçons en les mettant sur une autre piste que la sienne, mais l'ambiance au village devient tellement suspicieuse à son égard qu'il préfère fuir. Nous sommes en 1869, et il est temps pour lui d'effectuer son service militaire. L'année 1870 voit la guerre franco-prussienne éclater, et il s'engage. Il sert honorablement, et en 1873, il intègre l'école de gendarmerie. Après sa formation, il est affecté à la brigade de Remiremont, dans les Vosges. C'est là qu'il fait connaissance de la femme qu'il va épouser, Eugénie Delpierre. Il a alors 24 ans, elle en a 18. Le mariage aura lieu en 1876, après qu'il a quitté la gendarmerie. Il n'y sera resté que 3 ans. De leur union naîtront 2 enfants, un garçon et une fille. Il se fait ensuite engager en tant que typographe dans une imprimerie de Remiremont. Quelques années après, en 1881, il est rattrapé par l'armée, qui lui demande de faire sa période réglementaire de réserviste. Et là, il retourne à Toulouse. Et il profite pour rendre visite à son vieux père qui vit toujours à Larrey. C'est durant ce séjour qu'il tue l'une de ses voisines. En pleine nuit, le 13 avril 1881, il pénètre chez elle, l'assomme et la massacre en lui éclatant la tête. Les gendarmes, qui ont gardé en mémoire le crime du domestique survenu 12 ans plus tôt, trouvent la coïncidence plutôt troublante. Lorsque Doga n'est pas dans le coin, tout est calme, aucun homicide n'est à signaler, et lorsqu'il revient, étrangement on retrouve un autre cadavre. Il est donc arrêté et placé en détention, mais faute de preuves, il est acquitté par la cour d'assises du Gers. À sa libération, Doga fait ses valises et rentre rejoindre femme et enfants dans les Vosges. En 1887, il quitte son emploi, les dettes ne tardent pas à s'accumuler, sans travail, il ne parvient pas à subvenir aux besoins de sa famille. Et plutôt que de se remettre à la recherche d'un nouveau poste, il préfère opter pour le crime crapuleux. Dans la nuit du 26 avril 1887, il s'arme d'une hache et se rend chez les époux Pernot, qui vivent dans le village de Golbet, près d'Épinal. Il leur assène plusieurs coups, puis s'acharne sur eux à coups de marteau, et termine le massacre en leur tranchant la gorge. Il fouille ensuite la maison pour faire main basse sur leurs économies, et s'en va boire un verre au bar, le plus tranquillement du monde. Le 15 mars 1888, il s'attaque à un couple de buralistes, les Martins. Il assassine le mari dans son bar, à Saint-Nabord, près de Remiremont, et la femme dans leur maison. On les retrouvera tous les deux, le crâne défoncé et égorgé. Un témoin voit un homme portant une pèlerine s'enfuir des lieux, ce qui voudra son surnom de l'homme à la pèlerine. Une fois encore, les gendarmes l'interrogent,
mais il est de nouveau relâché faute de preuves. Il finit par quitter son épouse et ses enfants, les laissant plonger dans la misère, tandis qu'il se fait embaucher dans une nouvelle imprimerie à Pont-à-Mousson. Son salaire est entièrement reversé dans les bistrots du coin. Mais s'il est au café évidemment pour boire, il l'est aussi pour espionner, surveiller et guetter les conversations. En effet, dans les bars, l'alcool coule à flot et les gens ont tendance à beaucoup parler. Et comme les gens ont aussi tendance à jalouser, il entend beaucoup parler de gens qui auraient des bas de laine chez eux, ou de tel maquignon qui a fait une belle vente. Ce qu'il ne boit pas au café, il le dilapide auprès des filles de maison close. Et ces filles, auxquelles il devient un habitué, lui ont donné aussi un surnom, l'homme à la pèlerine, car il a constamment ce vêtement sur le dos. Ce vêtement large et ample qui lui permet de dissimuler son arme lorsqu'il sort commettre des meurtres. Sa façon de procéder est toujours la même, un mode opératoire immuable. Il commence tout le temps par assommer ses victimes avec un objet contendant, avant de les égorger avec un outil tranchant. Le 18 décembre 1888, à Pont-à-Mousson, il assassine dans leur magasin un couple de brocanteurs, Moïse Sulzer, 54 ans, et sa femme Babette, 50 ans. Lorsqu'on les découvre, le repas du soir est encore sur la table et la nappe est couverte de sang. Les meubles ont été fouillés, les poches de Moïse ont été retournées et on retrouve un portefeuille vide sur le sol de la salle à manger. Le 4 février 1889, Jean Doga se rend dans une auberge à Pont-à-Mousson, chez Cibotet. Il demande à la propriétaire si elle est seule, mais le mari qui fait les comptes au premier étage entend la conversation. Il descend les rejoindre. Surpris, Doga demande finalement à manger. Après son repas, il explique qu'il a perdu son porte-monnaie et qu'il laisse sa montre, sa chaîne en argent, ainsi qu'un médaillon où se trouve la photo de ses 2 enfants. Les aubergistes acceptent et ils quittent les lieux. Ils ne se doutent pas, les pauvres, qu'ils ont échappé à un sort terrible. Le lendemain, le 5 février, il s'en prend en plein jour à Marie-Odile Millot, une veuve de 53 ans, marchande de bois de son état. À 16 heures, des voisins la retrouvent chez elle, gisant dans une mare de sang, le crâne défoncé et la gorge tranchée. L'armoire de la cuisine a été fouillée, un petit secrétaire est ouvert, il manque 60 francs à l'intérieur. Doga, bon payeur, retourne alors à l'auberge pour régler sa dette et récupérer ses objets laissés en gage. Dans la ville, les battues s'organisent. Des habitants armés de bâtons arrêtent les étrangers de passage et leur demandent les causes de leur présence dans le village. Tout le monde prend l'habitude de verrouiller sa porte à double tour, et il y a même un système de mots de passe qui se met en place, pour être sûr qu'on ouvre bien à la bonne personne. 2 jours après le meurtre de la veuve Millot, le 7 février, Madame Scolastique Mathieu, oui, un drôle de prénom, j'avoue, 51 ans, d'ailleurs personne n'utilise son prénom, tout le monde l'appelle la veuve François. Elle est à son tour assassinée dans le cabaret qu'elle tient à Pont-à-Mousson, chemin de la Corderie, près du passage à niveau. On la retrouve étendue sur le parquet, gisant face contre terre dans une mare de sang. Elle porte une plaie béante à la joue et il lui manque un ongle tombé sur le sol. Dans sa main, figée par la mort, elle tient encore une poignée de cheveux châtains arrachés au meurtrier. Les chaises et les tables sont renversées, preuve qu'elle s'est défendue avec acharnement. Une bouteille de vin et 2 verres sont retrouvés intacts sur une autre table. Les armoires ont été fouillées et un petit coffret où la victime enfermait sa recette quotidienne a disparu. 2 porte-monnaies vides sont retrouvés sur un tabouret dans la chambre du premier étage. Un voisin, M. Beauchot, retrouve un couteau à large lame, ensanglanté dans la rue. Cette fois, même s'il est parvenu à la tuer, il n'a pas eu le temps d'égorger sa victime. En effet, le chien de la victime l'a défendu et a mordu son agresseur. Il s'est donc réfugié au premier étage où il a fouillé, fait main basse sur de l'argent. L'autopsie conclura plus tard qu'elle a probablement été frappée à l'aide d'un coup de poing américain, à 5 reprises, dont 2 lui furent mortelles. Jean Doga, qui a toujours des dettes au bar et à la maison close, tue pour rembourser. Parmi les nombreux tueurs en série que j'ai pu étudier, et où j'ai pu raconter les histoires, il est rare de voir que le mobile du tueur soit de rembourser ses dettes, ou en tout cas pas des dettes du quotidien. Des grosses dettes, oui, ça s'est arrivé fréquemment, les gens tuent pour faire activer un héritage qui n'arrive pas assez vite, mais là, pour régler les dettes de bistrot et de maison close, ça rajoute encore au sordide. Et c'est ça qui va le trahir et qui va le faire prendre. En effet, car même si c'est un tueur en série, il reste un homme honnête, qui rembourse, et les gens finissent par s'étonner de le voir arriver avec des moyens qui dépassent toujours le montant de son salaire. Et donc, comme on est dans une petite ville, tout le monde parle et tout se sait. Au cours de l'enquête, 25 suspects seront arrêtés, mais Doga continue de passer à travers les mailles du filet. Devant la recrudescence des meurtres, la Sûreté de Paris envoie l'inspecteur Jaume, un fin limier qui a bonne réputation. Lui, il ne va pas tarder à faire le rapprochement avec les meurtres, les vols et l'homme à la pèlerine. Jaume se rend à l'auberge où quelques jours plus tôt est venu déjeuner Doga. Il tend une photo à l'aubergiste, qui le reconnaît aussitôt, et raconte au policier que ce dernier l'a remboursé
juste après le meurtre de la Marie-Odile Millot. Jaume est sûr de tenir son coupable. Il se lance alors sur la piste de Doga. Il vient de quitter Pont-à-Mousson pour rentrer à Remiremont. Il a prévu de se rendre à Épinal voir son beau-frère. Il n'en aura pas le temps, il est arrêté 10 minutes après être descendu du train. Au moment de son arrestation par Jaume, il est en possession d'un revolver, d'une canne à épée plombée et d'une forte somme d'argent. Sa carrière criminelle s'achève donc ce jour-là à 15 h aux abords de la gare d'Épinal. Au cours de son enquête, l'inspecteur Jaume mettra au jour de nombreux indices et témoignages qui permettront de le relier à tous ces meurtres. Le 26 novembre 1889, il est jugé pour 10 crimes. Au terme des audiences, il est condamné à mort. À l'énoncé de ce verdict, il demeure serein et demande simplement pardon au corps de la gendarmerie dont il a fait partie. Jean Doga fut exécuté le 23 janvier 1890 dans la cour de la Tour Carrée devant la prison Charles III de Nancy, par le bourreau Desblair. Après avoir communié, il écrit une dernière lettre à sa femme pour protester de son innocence. « Je meurs assassiné par la justice, dit-il. Je n'ai pas à me repentir, la justice m'assassine, je suis innocent. » Sa famille ne réclama pas son corps, ses enfants avaient changé de nom pour prendre celui de leur mère. Après son exécution, son corps fut enterré dans une fosse commune, mais son crâne fut confié à l'Institut médico-légal de Nancy. Il y demeura de nombreuses années. La calotte crânienne fut découpée et le cerveau conservé dans du formol. Sur le crâne furent apposés ces quelques mots « Crâne de Doga, exécuté à Nancy en 1890 ». Il fut ensuite vendu une première fois aux enchères. En 2008, une femme retrouve dans son grenier le fameux crâne qu'elle tenait de son grand-père, anatomiste à Nancy. Il fut de nouveau mis aux enchères à la salle des ventes de la rue d'Alsace, entre un piano anglais du début du XIXe siècle et des tableaux de maître. L'histoire ne dit pas qui en fut le nouvel acquéreur. J'espère que cette petite histoire vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Destin criminel sur Hit Sensation 85.